Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Vendée Globe, 46e jour de course sur ce Vendée Globe, avec une course qui est quand même étalée entre le Cap Lewin et je dirais la moitié de l'Argentine, la moitié nord de l'Argentine. Donc on est quand même sur une course qui est extrêmement étalée en termes de distance, même si la tête de course a quand même pas mal ralenti sur les dernières heures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, pour ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis deux moyens de me soutenir, soit vous rajoutez la petite cloche et puis vous cliquez rapidement sur la miniature et sur la notification, et les vidéos sont mises en avant par YouTube. Deuxième solution, ça c'est seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super fang. Je vais réussir à tout remettre au niveau des syllabes, à tout remettre dans le bon sens. Bon, on commence tout de suite avec la météo, comme d'habitude, et on va voir la situation actuelle déjà de la tête de course. Parce que là, on était sur l'arrière de la flotte. La tête de course, vous voyez, alors Johan Richomme et Charlie Dalin ont été quand même dans une zone de molle assez prononcée. Alors, c'était de la molle, je dirais. C'était pas vraiment une pétole où il y a vraiment que un ou deux nœuds de vent, mais ça dépassait pas les 5-6 nœuds. Avec encore une fois une situation où je rappelle que dans la remontée de l'Atlantique Sud, vous avez quand même souvent de la navigation au près, c'est-à-dire avec le vent de face, rarement le vent de côté ni le vent de dos, donc ce qui change aussi un petit peu la donne. Donc ce qui fait que les 24 dernières heures n'ont pas été excellentes pour les deux. Et vous voyez que Johan Richomme s'en est moins bien sorti que Charlie Dalin. Sauf qu'à partir de maintenant, ça va peut-être plutôt être à l'avantage de Johan Richomme, parce que le vent va se renforcer dans les heures à venir. Ce qui devrait peut-être un petit peu aider Johan Richomme pour avancer. Et surtout pour ne plus avoir la zone des glaces qui le gêne. Parce que vous voyez que pour le moment, ils sont toujours embêtés par la zone des glaces. Mais ensuite, ils vont continuer à remonter comme ça. Et là, la zone des glaces ne sera plus là. Donc, ils pourront tirer des bords de manière beaucoup plus importante et avoir une surface de jeu vraiment plus grande. Et vu qu'ils ont perdu pas mal de temps et que de l'autre côté, Sodebo va vite, je ne pense pas qu'ils aient la capacité de se croiser avec Sodebo. Ce qui aurait été marrant de voir la tête de la flotte sur la remontée, croiser Sodebo et pouvoir parler avec Sodebo. Derrière, vous avez Sébastien Simon, qui lui est dans une autre fenêtre météo. Alors là, il va être dans une situation compliquée, parce qu'il avance, mais vous voyez, il y a beaucoup de vent fort face à lui. Donc c'est vraiment pas une situation facile, mais ça commence à se décaler et ensuite il va pouvoir vraiment remonter beaucoup plus facilement dans les prochaines heures. C'est pour ça vous voyez qu'il se décale énormément dans l'ouest pour tenter de remonter et d'avoir un petit peu plus de vent dans les heures à venir, mais ça veut dire que Sébastien Simon n'a pas pu refaire son retard parce qu'il a eu des conditions qui n'étaient pas faciles. Pour le moment, le bateau le plus rapide, c'est Thomas Ruyant. Alors, Thomas Ruyant qui est dans une situation avec peu de mer par rapport à ses adversaires et surtout avec pas mal de vent. Donc ça c'est plutôt pas mal et du vent qui a l'air d'être plus stable que pour ce groupe là. Vous voyez que si on zoome bien dans ce groupe là, il y a un petit peu des zones bleues, donc avec du vent un petit peu moins fort, alors que lui il a parfois du vent orange. Donc vous voyez qu'il a pris 4-5 nœuds de vent en plus, qui lui a permis de prendre de la vitesse. Ce qui est surprenant, c'est que ni Jérémy Bayou, ni Nicolas Lunvan, qui était assez proche de lui, les écarts étaient assez resserrés aux alentours de 50 000, n'ont réussi à avoir la même stratégie que lui. Et ce qui fait que l'écart dans la journée est passé d'une cinquantaine de mille à 250 000 désormais du côté de Thomas Ruyant, parce que ça carbure en tête, et c'est le bateau le plus rapide, Thomas Ruyant. Des dernières heures de course, vous voyez que l'écart est passé sous les 1400 000. On est à 1367 000 d'écart par rapport à Johan Richomme. Encore une fois, ça risque quand même d'être compliqué. À part cataclysme, comme le disait trop bien Thomas Ruyant, pour pouvoir remonter sur la tête de course. Dans les heures à venir, eux, ils vont suivre, ils vont rester devant le front, je pense. Et ils vont passer le Cap Horn avec du vent qui va être plus ou moins fort, mais bon, voilà, avec du vent qui sera quand même assez prononcé si on regarde en 48 heures. Je pense qu'ils ont encore 2 jours de navigation, voire peut-être moins. Donc il y aura quand même 24-25 nœuds au niveau du Cap Horn. Ça sera des conditions assez musclées, surtout la sortie de Cap Horn ne sera pas évidente pour eux.
Voilà, et puis il faudra bien réfléchir à est-ce que je fais le grand tour ou est-ce que je fais un tour un peu plus serré, comme du côté de Sébastien Simon. Du côté du groupe Clarisse Kremer, en ce moment ça va vite parce qu'on a beaucoup de vent, tout simplement. On est en train d'être à la fin d'une dépression. On passe le point des mots pour ce groupe-là, mais qui va devoir voilà, attendre un petit peu une autre dépression dans les heures à venir pour pouvoir continuer à avancer, mais ça devrait être le cas. Mais encore une fois, avec pas mal de mer, surtout la dépression suivante va être assez costaud en termes de mer. Vous voyez, des creux potentiellement de 8 à 9 mètres. Donc ça, c'est pas l'idéal du tout. Et là, c'est encore 3-4 jours, hein, je pense, hein, de navigation pour au moins 4 jours pour arriver au Cap Horn. Hein. Donc ça fait quand même des gros écarts. Et c'est vrai que je me disais, hier soir dans mon lit, qu'au final, il y a des concurrents, quand tu regardes bien, eh bien, ils vont pas faire une grande performance. Damien Seguin, par exemple, va être plus long, je pense, que les 80 jours de Besthaven il y a 4 ans sur le même bateau. Et je me disais la même chose avec Jean Le Cam, qui va pas faire, je pense, son temps le plus rapide, malgré un bateau neuf. Et oui, c'est assez surprenant ce Vendée Globe. Autant les concurrents de devant ont eu des conditions parfaites, autant derrière, parfois les conditions ont été difficiles, et notamment cet Indien qui a été difficile. Du côté d'Athanasio et de Damien Seguin, dans les heures à venir, il va y avoir encore un petit peu de vent, et puis ensuite, ils devraient tomber dans une zone de molle qu'ils ne pourront pas éviter. Donc je pense que demain, ils seront dans de la molle, dans une mer d'huile, c'est vrai que parmi les synonymes, quand il y a peu de vent, et puis après ça va réaccélérer, alors que derrière il y a du vent, on va dire, moyennement soutenu pour le moment, pour le groupe Alan Roura. Jean Le Cam, lui, est dans du vent un petit peu plus faible, mais il va être rattrapé par ce vent qui va aller sur lui dans les heures à venir, donc ça va être pas mal. Et puis par contre derrière, on est encore dans une situation pour le groupe Benjamin Ferré, pour le groupe des fifous des bateaux à dérive droite, on va dire. Ça va être encore un petit peu compliqué dans les heures à venir, hein, vous voyez, parce qu'il va y avoir du vent qui va s'échapper, et puis derrière du vent très fort qui est en ce moment en train de passer pour Antoine Cornic et qui va passer fortement également sur Oliver Air. Vous voyez qu'ici, ce vent qui va être de plus de 45 nœuds. Donc là, ça va être du vent extrêmement violent. Et cette fin de dépression qui va passer sur les concurrents de ce groupe-là quand ils seront à peu près ici. Donc ce qui devrait leur permettre d'avancer. Et puis à l'arrière-garde, hop, pour ceux qui ont passé hier ou aujourd'hui de Cap Lewin, vous voyez, le vent va être assez costaud. Avec du vent qui ne devrait pas être trop violent, mais qui devrait être suffisamment soutenu. On va dire, je pense, pour passer l'entrée du Pacifique. Donc, je pense que ça devrait plutôt bien se passer pour eux du côté de l'entrée du Pacifique. Voilà, pour ces bateaux-là. Je pense que ça devrait pas vraiment être compliqué. On regarde un petit peu les différentes informations des dernières heures. Il n'y a pas eu grand-chose encore aujourd'hui, hein. C'est un peu comme hier. On n'a pas eu de grandes informations. On va commencer avec Manuel Cousin. Manuel Cousin avec son bateau Coup de pouce. Bien qu'à passer des dernières heures un petit peu compliquées, Manuel Cousin. Pourquoi? Eh bien, plus d'aérien. Donc l'aérien, on rappelle, ce sont les outils. La Joëlette, par exemple, qui permet, la girouette, voilà, qui est l'outil qui permet de savoir le sens du vent. Tout simplement. Donc vous avez le sens du vent, la force du vent, ces outils-là qui sont en tête de mât, eh bien ça n'a plus l'air de fonctionner correctement du côté de Manuel Cousin. Donc il a fait la même solution que Denis Van Winberg, le Belge, c'est-à-dire il a mis une sorte de canne, une sorte de tuteur à l'arrière de son bateau, une sorte de tige, voilà, pour pouvoir mettre ces instruments de mesure à 2 mètres de hauteur, à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur, pour pouvoir mettre ces instruments de mesure et avoir des informations à peu près fiables, parce qu'encore une fois, la fiabilité dans ce cas-là est un petit peu moins bonne que quand les outils sont en sommet de mât. Voilà, du côté de Manuel le Cousin. On poursuit avec Kojiro. Eh bien, Kojiro, sur son bateau, ça va vite déjà, hein, du côté de son bateau quand même aujourd'hui, 332 000 de parcouru pour le moment.
en sortie de Tasmanie. Et Kojiro, qui a beaucoup d'activités à bord, en dehors de la navigation. Il avait déjà pas mal d'interviews avec la presse japonaise. Donc ça, c'est toujours très intéressant, parce que c'est vrai que internationaliser le Vendée Globe, ça passera aussi par une médiatisation en Chine, une médiatisation dans d'autres pays, ce qui permettra aussi de faire grandir la course. Ça, c'est clair et net, et de faire grandir la course au large aussi. D'avoir beaucoup plus de projets. C'est vrai que pendant très longtemps, la course au large, ça a été franco-français. Les Britanniques ont repris un petit peu d'intérêt pour la course, les Italiens aussi, les Suisses également, là, ont découvert de l'intérêt pour la course au large. Mais ça reste encore un peu trop franco-français comme discipline, et ça serait bien de s'internationaliser, comme ce qu'ont fait d'autres disciplines. Je pense au Dakar, par exemple. Aujourd'hui, le Dakar, c'est quand même très international. C'est vrai que je fais souvent une comparaison avec le Dakar, mais je trouve que le Vendée Globe et le Dakar, il y a des ressemblances quand même entre ces deux aventures, parce qu'un Dakar, c'est une aventure. Et du côté de Kojiro Shiraishi, eh bien, on essaie également de transmettre cette passion au niveau des jeunes générations. Donc il fait pas mal de cours. Voilà, il appelle ça des petits cours, en fait des petites conférences dans des salles de classe, voilà, en ligne, grâce aux moyens d'Internet, qui vraiment, là, il y a quand même des gros progrès d'une année sur l'autre. Quand on voit les duplex qui parfois étaient extrêmement compliqués à une époque, là c'est vrai que c'est quand même plus facile pour faire des vidéos, je pense, pour les concurrents sur ce Vendée Globe, et pour essayer de transmettre sa passion de la course au large aux nouvelles générations, et essayer de trouver une relève à Kojiro Shiraishi, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, ce qui ferait énormément plaisir. Et puis une relève, pourquoi pas, avec 2, 3, 4 concurrents japonais dans 15 ans, et bien ça c'est tout ce qu'on souhaite à la voile et au grand large. Et je dirais que si on regarde d'autres disciplines, on sait il faut attirer, il faut avoir des pionniers qui ensuite attirent d'autres générations. Je pense qu'on s'en est bien aperçu, notamment du côté du cyclisme, ou du côté, par exemple, des pays africains. On a eu les Érythréens, au départ, il y avait Nathanaël Behram, pour ceux qui se souviennent, du côté d'Europecar, il y a 13 ans, et puis maintenant vous avez une quinzaine, vingtaine de coureurs érythréens, et notamment Binyam Girmay qui a remporté le maillot vert sur le dernier Tour de France. Mais voilà, il faut qu'il y ait des pionniers pour ensuite mettre un petit peu la pied à l'étrier de d'autres concurrents et passionner des enfants. Et plus on passionne d'enfants, plus potentiellement on a des futurs champions. Je le dis toujours, mais il faut avoir beaucoup de licenciés pour avoir une élite importante. Et dans les disciplines, c'est ce qui permet ensuite d'améliorer les choses. Le seul contre-exemple, c'est le biathlon, parce que le biathlon en France, je le dis toujours, il y a 750 licenciés, je crois, il n'y a même pas 1000 licenciés, et on a beaucoup de médailles, mais dans la plupart des disciplines, vous voyez que le fait d'avoir beaucoup de licenciés aide quand même énormément à avoir des résultats au niveau des grandes compétitions. On poursuit avec Antoine Cornic complètement perdu avec les schémas météo. Antoine Cornic, il est dans une zone qui est compliquée, voilà, vous voyez, et il s'en sort pas du côté de la Tasmanie. Vraiment, il disait, j'arrive pas à m'y retrouver avec les schémas météo, donc je reste positionné là, et puis je me dis qu'à un moment il y a bien le vent qui va me pousser. C'est ce que disait Antoine Cornic, mais c'est compliqué, voilà, pour le concurrent français. Vous voyez, ses moyennes depuis 3-4 jours sont quand même pas folles. Il a tendance quand même à se faire plutôt rattraper par Jin Kunshu et Manuel Cousin Amedeo, qui a réussi à revenir sur Oliver Herr. Donc c'est vrai que c'est pas idéal pour lui. Oliver Herr qui se retrouve un peu seul quand même, le Suisse, parce qu'il n'arrive pas à choper le rythme des concurrents devant lui, et voilà, et derrière c'est un peu loin aussi, donc il est un peu dans un no man's land, parce qu'il a quand même quasiment 500 000 d'avance sur Antoine Cornic, et en même temps 500 000 de retard sur Kojiro Shiraishi. Donc vous voyez qu'il est un peu en solitaire pour le moment. Et puis on termine avec deux concurrents, Louis Duc et Benjamin Ferré. On va commencer avec Louis Duc. Hop. Eh bien, Louis Duc qui a donné des informations sur ses réparations. Notamment, il avait réparé sa barre, il avait réparé également un hook.
Eh bien, tout ça tient pour le moment du côté de Louis Duc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il disait qu'il avait repris notamment la barre hein, pour confirmer que le comportement du bateau était sain. Et il était très satisfait de ces différentes réparations. Et puis Benjamin Ferré qui a failli faire une grosse bêtise. Benjamin Ferré, il a failli s'échouer sur une île, la Macquarie Island. Vous voyez, il n'est pas passé très loin de Macquarie Island. Alors lui, il disait qu'il était passé à 5000. Ouais, bah, je suis plutôt à 21 000, mais qu'il était passé très proche de Macquarie Island et que s'il n'avait pas dévié de sa trajectoire, il aurait pu vraiment échouer sur Macquarie Island. Donc il disait qu'il s'était fait une petite frayeur sur mon noyeur Duo for Job du côté de Benjamin Ferré, parce que c'est vrai que je dis assez peu le nom des sponsors, mais quand même le rappeler aussi que si ces concurrents sont là au départ, c'est parce que vous avez des personnes qui ont mis de l'argent au départ pour financer les bateaux, pour aider le financement des bateaux, voilà. Donc c'est bien aussi de les citer, parce que je parle beaucoup des navigateurs, mais assez peu des sponsors souvent. Et anniversaire également, parce que souvent je les oublie, Giancarlo Pedotte avec Prisman Group, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Voilà, donc joyeux anniversaire, hein, Giancarlo Pedotte, aujourd'hui. Et en plus, il va vite en ce moment. Donc c'est plutôt une bonne journée. Pour Giancarlo, il remonte un petit peu sur Jean Le Cam. On passe au classement. Pour le moment, toujours ce match. Richomme, Dalin. Hier, Dalin est un petit peu derrière. On va même plutôt viser Dalin. Hop, vous voyez, Dalin était un petit peu derrière hier à 15 h. Il y avait quasiment 99 000. Et puis, ça s'est réduit au fur et à mesure des heures. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il est tombé dans de la molle, Johan Richomme, et que Charlie Dalin s'en est mieux sorti que Johan Richomme. Donc, désormais, les deux bateaux qui ont été côte à côte à un moment à 11 h, l'écart là s'est réagrandi, mais ça reste très proche, hein, 18 000 d'écart après à 6 000 milles de l'arrivée, désormais. Bah, ça va nous garder un grand suspense et ça risque de se jouer peut-être au poteau noir, cette affaire-là. Et il faudra bien trouver la porte d'entrée du poteau noir si on reste à des trajectoires à des vitesses assez proches. Il ne faudra pas se rater dans le poteau noir. Mais ça risque de se jouer de cette manière-là parce que pour le moment, les deux ne se distancent pas, que les situations météo vont pas être très... J'ai pas l'impression qu'il y aura des situations hyper techniques pour eux. Il y a l'air plutôt d'avoir du vent. Il y aura peut-être une zone à éviter ici, mais pour l'instant, il n'y a pas 150 zones de transition. Donc je vois difficilement comment on peut faire un écart important. Et tant qu'il n'y a pas 300 000 d'avance, vous n'êtes pas sûr de gagner parce que ça peut se rattraper vite 300 000. Donc il faudra faire attention jusqu'au bout. Je pense que si après le poteau noir, on n'arrive pas à faire des différences, la différence se fera peut-être à celui qui prendra la première dépression dans les mers de l'Atlantique Nord, qui les enverra au Sable d'Olonne. Voilà, ça jouera peut-être sur des tout petits détails ce Vendée Globe. De toute façon, ça joue sur des petits détails, parce que quand on regarde bien Thomas Ruyant qui se fait distancer, c'est sur une petite erreur. Jérémy Béyoul-Lunven, c'est parce qu'ils se sont retrouvés un petit peu en retard dans les dépressions des mers du Sud par rapport aux concurrents de devant. À chaque fois, on voit que c'est sur des petits détails que se joue ce Vendée Globe, mais ces petits détails, ces petites situations météo qui ont été parfois mal gérées, elles coûtent très cher à l'arrivée quand même. Ça, c'est ce qu'on voit sur ce Vendée Globe. Les erreurs n'ont absolument pas pardonné sur ce Vendée Globe. Il fallait être intraitable en termes de trajectoire, à part Richomme qui a réussi à revenir. En gros, personne n'a réussi à revenir quand un concurrent s'était échappé devant. Et oui, et c'est ce qui fait les gros écarts. Sébastien Simon, qui a perdu un petit peu d'avance par rapport à Thomas Ruyant. Hier, il y avait 1000 milles. Désormais, on est plutôt à 900 000, voire 800 000. Donc ça, c'est déjà pas une bonne nouvelle. Et ensuite, on sait qu'il est dans une situation compliquée, Sébastien Simon. Vous voyez, 220 000 seulement de parcouru, 35 sur les 4 dernières heures. Alors, il est un peu revenu sur Charlie Dalin, sur Johan Richomme, parce que hier, il y avait 611 000 et désormais, il y en a 594, mais quasiment 595. Mais c'est pas une grosse remontée. Et il le sait, là, il est dans un moment du parcours qui va être très dur.
de la navigation auprès. Il sait que son foil manquant va être un problème. Bon, bah voilà, il va falloir résister un maximum dans cette zone-là. Et surtout que derrière, Thomas Ruyant va vite. 449 000 de parcouru sur les 24 dernières heures, 76 sur les 4 dernières heures. Donc il a vraiment de la bonne vitesse. Il arrive à tenir des bonnes vitesses aussi. Donc ça va être une bonne journée pour Thomas Ruyant, qui a ouvert notamment ses cadeaux de Noël comme pas mal de concurrents sur cette épreuve. Et là, ça va être costaud désormais sur Vulnérable. Et s'il peut monter sur le podium, il n'hésitera pas. Sébastien Simon, il sait que c'est peut-être pour le groupe de derrière, là, le groupe jusqu'à Belstaven, c'est peut-être le dernier objectif. Parce qu'ils savent que la victoire, ça va être très compliqué. Mais Sébastien Simon, il est attrapable, notamment à cause de son problème de foil. Donc tout le monde sait que c'est peut-être la seule possibilité de monter sur le podium de ce Vendée Globe. Quatrième, c'est la place du con, comme disait Jean Le Cam. Donc, toujours bien d'être en capacité de monter sur le podium. Et si derrière on commence à s'exciter un petit peu, Sébastien Simon peut peut-être être inquiet du côté de ce groupe-là. Et surtout Thomas Ruyant, vous voyez, il a repris 250 000 à Jérémy Bayou. Là, on va le voir également sur les 24 dernières heures. Hier, il y avait un petit peu d'écart, mais vous voyez que l'écart n'était pas si énorme que ça. Entre les deux, il y avait 1683. Il y avait 100 000 d'écart. Voilà, un peu plus de 100 000 d'écart. 130 000 d'écart, voilà précisément. Et ensuite, ça s'est vraiment agrandi. Parce que d'un côté, on allait à quasiment 80 000, quand derrière, on allait à 66. Ça a fait des grosses différences, voilà, dans ce groupe-là. Nicolas Lunven et Jérémy Bayou, toujours très proches l'un de l'autre, pour le moment. Jérémy Bayou, qui est quand même, tu sens, un peu déçu par son Vendée. Tu sens qu'intérieurement, il se dit... J'ai peut-être été un peu trop précautionneux avec mon matériel en début de course. Ça me coûte peut-être très cher maintenant en termes de rythme et d'écart avec les meilleurs. Boris Herrmann, lui, est 7ème, toujours en bagarre avec Paul Meillard. Les deux sont très proches. Et puis avec Justine Métro, qui n'est pas très loin non plus de ce petit groupe qui vient de dépasser Sam Goodchild et qui remonte. Belle journée de Justine Métro aujourd'hui. Donc il faut faire attention à elle. Surtout, elle a tendance à aller un petit peu plus vite pour le moment. Et puis Yannick Bestaven, depuis ses problèmes de voile, le rythme est quand même moins bon pour le moment et il commence à perdre pas mal de temps. Clarisse Kramer en ce moment va vite avec Samantha Davis, les deux sont au niveau du point Nemo, mais vous voyez que par rapport aux concurrents de tête, là on voit la trajectoire notamment d'un Sébastien Simon, on passe plus loin de la zone d'exclusion. Donc forcément, ça veut dire un petit peu plus de chemin. Mais quand même, quasiment 400 000 de parcouru pour Clarisse Kramer et 420 000 parcours pour Samantha Davis. Et donc, c'est toujours la bagarre entre les deux. Parce que Clarisse Kramer n'a que... Allez, 50 000 d'avance 100 000 d'avance, pardon. Plutôt sur Samantha Davis. Donc, ça reste extrêmement serré. Benjamin Dutreux n'est pas très loin non plus. Comme vous pouvez le voir. Donc, tout ça, ça se tient en 150 000. Donc c'est extrêmement serré dans ce petit groupe pour la 12e place. Et puis derrière, Athanasio tient toujours 15e place. Belle journée de Romain Athanasio, 401 000 de parcouru. Lui qui était un petit peu mélancolique de Noël, qui s'était fait avoir même avec Noël, parce que comme il a passé l'antiméridien, il ne savait plus c'était quel jour. Parce que comme il y a des décalages un petit peu, vous faites 2 fois la même journée, grosso modo, quand vous passez l'antiméridien. Donc au niveau des décalages horaires, c'est un petit peu difficile à gérer. Et il était complètement perdu. Et donc il a fait sa déco de Noël un petit peu au dernier moment dans son bateau. Et puis vous avez donc Damien Seguin qui est juste derrière. Ensuite, on retrouve Jean Le Cam, toujours un peu seul quand même du côté des bateaux à dérive droite. Parce que vous savez, depuis cette sortie de l'Indien, il les a quand même... cette sortie du Cap de Bonne-Espérance, quasiment, il les a bien distancés. Et pour le moment, il n'arrive pas à le rattraper derrière. Avec aujourd'hui 261 000 de parcouru, c'est-à-dire des valeurs équivalentes à Isabelle Yoshke. Et donc Giancarlo Pedoté qui va plus vite, quasiment 370 000 de parcouru, comme Alan Roura. Donc les deux bateaux à feuilles de génération plus récente arrivent à mieux s'en sortir que Jean Le Cam. Et puis derrière, le groupe Benjamin Ferré, Sébastien Marcet sur Foussier. Ça reste extrêmement serré dans ce petit groupe-là, parce qu'entre Benjamin Ferré et Conrad Coleman, si on regarde ça, il n'y a quasiment rien. Benjamin Ferré est à 4 843 000 de retard, quand Conrad Coleman est à 5 024. Donc c'est moins de 200 000 d'écart. Et 300 000 pour Guirec Soudet.
en gros. Donc ça reste extrêmement serré dans ce petit match là, autour des petites îles de Nouvelle-Zélande là. Donc c'est vraiment pas simple du tout. Et puis ensuite, on retrouve Oliver Hare, donc un peu seul au monde, qui va se prendre beaucoup de vent dans la nuit. Donc on espère que ça va bien se passer pour le bateau toute goutte. Puis Antoine Cornic, qui n'avance pas, comme vous le voyez, contrairement à Jin Kunshu, et surtout à ses deux petits camarades, Manuel Cousin et Fabrice Amedeo, quasiment 300 000 parcourus dans la journée, comme Denise Van Winberg. Et du côté de Pip Air, eh bien voilà, il n'y a plus grand chose à faire en termes de kilomètres. Donc, je pense qu'elle devrait pouvoir rentrer bientôt. Pip Air, elle sera sur Terre avant le 1er janvier. Ça va faire du bien parce que ça fait depuis plus de 10 jours vraiment où c'est très compliqué avec son gréement de fortune et que ça n'avance pas bien vite. Avant de passer aux différentes statistiques, on va regarder le Jules Verne. Le Jules Verne en ce moment, on va peut-être même faire un point à 17 h. Voilà, petite modification sur la carte, vous voyez. Toujours un petit peu d'avance, voilà, pour Sodebo, avec 55 000 d'avance sur Francis Joyon pour le moment. Un poteau noir qui a été plus clément pour Sodebo par rapport à ce qu'avait eu Francis Joyon. Donc c'est ce que disait l'équipe de Sodebo, que ça a été un peu plus facile à gérer. Par contre, dans les heures à venir, le vent sera pas si évident que ça à gérer. Donc il faudra contourner Sainte-Hélène. Je veux dire, la carte c'est vraiment un enfer, hein, la carte de Sodebo, mais comme SVR a abandonné, j'ai plus la carte de SVR, mais voilà, il va falloir trouver une situation, une solution pour pouvoir contourner Sainte-Hélène, mais qui a l'air de monter un petit peu plus vers le nord-est, ce qui devrait donner des possibilités pour aller chercher une première dépression, peut-être dans 2 jours. Voilà, si on regarde dans 2 jours, il y aura peut-être quelque chose à faire ici avec cette dépression pour se faire catapulter vers le cap de Bonne-Espérance. Donc les 2 prochains jours, mais il va falloir quand même pas mal cravacher dans le bateau pour pouvoir contourner Sainte-Hélène, ce qui est toujours un moment important, comme vous pouvez le voir, surtout qu'il y a 4 ans, d'export avait été plutôt rapide dans cette situation-là. Et donc l'équateur a été passé très rapidement. Voilà. En 5 jours, un truc comme ça, le temps vers l'équateur. Donc ça a été voilà, très très court du côté de ce bateau Sodebo, donc qui a battu un nouveau temps de référence du côté de l'équateur. Du côté des statistiques sur les 24 dernières heures, alors que je vérifie ce qui se passe en ce moment sur le Vendée. Oui, une avance de 15 heures, voilà, précisément pour Thomas Coville, par rapport au temps de Francis Joyon. Voilà, 15 h 37 minutes d'avance pour le moment pour Thomas Coville et son équipe, même si ça s'est un petit peu réduit. Du côté des statistiques, alors qu'on va voir voilà, en carte étendue l'écart entre les premiers et les derniers, ce qui est assez dingue, hein. Donc les statistiques sur les 24 dernières heures, le bateau le plus rapide c'est Thomas Ruyant, 450 000 de parcouru, ce qui est quand même pas formidable sur les 24 dernières heures, devant Samantha Davis, 30 000 de plus voilà, que Samantha Davis, donc une 50aine de kilomètres en plus. Romain Attanasio 3e, donc je vous disais très belle journée, devant Clarisse Kremer et Alan Roura. On retrouve ensuite Giancarlo Beadotti, Benjamin Dutreux, Conrad Coleman. Premier bateau à dérive droite, Conrad Coleman. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours se méfier du néo-zélandais. Et puis Paul Meillat et Nicolas Lundven complètent ce classement. Du côté des leaders, pour le moment, Charlie Dalin a été leader 166 fois, 52 fois pour Johan Richomme. Mais c'est largement plus que Sam Gouchal qui est 3e de ce classement, qui a été leader 24 fois. Donc vous voyez, il y a quand même une domination pour le moment de Charlie Dalin et du Johan Richomme, mais surtout de Charlie Dalin. Mais depuis la fin de ce Pacifique, c'est plus compliqué. Puis Denise Van Winberg a 13 000 km de retard, 13 300 km de retard à peu près sur Johan Richomme. Et on est toujours en avance sur le record, même si on a un petit peu perdu par rapport à Armel Lecléache, avec 2190 km, c'est-à-dire 1182 1000, donc à peu près 3-4 jours de navigation, encore une fois d'avance pour le groupe Johan Richomme par rapport à Armel Lecléache.
Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, on se retrouve pour un nouveau point sur le Vendée Globe. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.